Moi, je dis toujours, le boulot que j'ai, je le kiffe, mais le faire tout ça pour pas de salaire, compliqué. Chez les pros, t'as moins que 50% qui signent pour gagner des courses. Et aujourd'hui, les mecs qui viennent, ils ont, pas tous, hein, mais beaucoup, ils ont tout bâché, quoi. La famille, ils les voient plus, pas d'amis, pas de passion, rien, quoi. Mais ils sont hyper forts. En troisième semaine, je peux te dire, quand tu montes sur un vélo ou sur un Tour de France, t'as pas des bonnes sensations. Mais t'arrives à faire des records de 20 minutes. Tu peux être éclaté au matin et faire une étape de fou. Et à la fin, sur les classiques ou des courses comme ça, t'es pas dans les 20 premiers. C'est fini. C'est fini. Ce n'est pas la montagne que nous conquérons, c'est nous-mêmes. Bienvenue dans Jusqu'au sommet. Je suis Arthur Rollin et dans cette émission, je vous invite à la rencontre de celles et ceux qui ont su se dépasser pour atteindre leur sommet. Sportifs, entrepreneurs, artistes, bien au-delà de la performance, nous explorerons leurs récits de résilience, de doute et de l'humilité nécessaire pour savoir redescendre. Car l'essence même de ce podcast est simple. Transmettre cette énergie qui naît lorsqu'on décide d'aller un peu plus loin. Avec un seul objectif, vous inspirer à atteindre votre sommet. Avant de démarrer cet épisode, on voulait vous parler de Matchy Cycling. Matchy, c'est une marque française qui conçoit des vêtements de cyclisme éco-responsables et franchement canon. Alors, pourquoi éco-responsables ? D'abord parce que leurs produits sont issus de matériaux en grande partie recyclés, et ensuite parce que la conception se fait entre la France et l'Italie pour une chaîne de production qui est à la fois locale et responsable. Le petit bonus, c'est que Matchy a mis en place un service de réparation de vos vêtements en cas de chute. Et ça, c'est non négligeable. Donc attendez pas, allez vite faire un tour sur matchycycling.com. Matchy, c'est M-A-T-C-H-Y. Ou tout simplement allez les voir à leur magasin qui est situé à Annecy. C'est le Matchy Clubhouse. Maintenant, place à votre épisode et bonne écoute. Salut Kevin. Salut. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Écoute, ça me fait plaisir. Ouais, ça va très bien. Ça me fait plaisir de te recevoir. C'est vrai que sur ce podcast, on reçoit des personnes qui gravitent autour de l'outdoor et de plein de sports. J'avoue que j'ai une affection particulière pour le cyclisme. Donc, c'est très cool de te recevoir. On va pouvoir parler de vélo et de plein d'autres choses. Je pense que tu t'es mis au ski de fond un petit peu en vivant à Annecy récemment, non ? Ouais. Avec un pote, on rigole toujours. On dit que je suis un mec outdoors. Du coup, je pense que ça passe très bien. J'aime bien ski rando, les trails, ski de fond, d'autres sports, quoi. Ok. Ouais. Ça fait partie des raisons pour lesquelles tu es installé à Annecy ou pas du tout ? Non, pas du tout. J'étais dans l'équipe réserve d'Âge Désert, qui est basée à Chambéry. Du coup, j'étais obligé d'habiter à Chambéry pendant 3-4 ans. Ouais. J'ai tellement kiffé que finalement, je suis resté. Mais t'as juste bougé de 100 km pour passer de Chambé vers ici. Trop cool. Eh ben, avant qu'on démarre, je vais te laisser te présenter, Kevin. Alors, tu as 15 minutes. J'ai 28 ans, cycliste pro depuis 2019. J'ai fait toute ma carrière à la FDJ. Et voilà, j'aime vraiment ce que je fais déjà. C'est un boulot passion, c'était toujours mon rêve de faire ça. Et du coup, pour l'instant, j'aime vraiment ce que je fais. Ouais. Quand tu dis pour l'instant, c'est parce que déjà tu penses au futur ou non, tu es vraiment dans le moment présent et juste tu sais que tu kiffes ? Pour l'instant, je kiffe, mais je suis sûr qu'à un moment donné, je vais plus kiffer, comme beaucoup de gens, parce que c'est tellement exigeant. On se met tellement de contraintes dans la vie qu'à un moment donné, je pense qu'on commence quand même à te lasser un peu. Pour l'instant, je kiffe vraiment. Et voilà, tant que je kiffe, c'est très bien. Il y a 1 milliard de thèmes que j'ai envie de discuter avec toi, et notamment la notion de plaisir versus exigence, le rôle aussi que tu as, toi, dans l'équipe. On sait qu'il y a une notion d'équipe dans ce sport qu'on ne voit pas toujours quand on n'est pas nécessairement familier. Mais j'ai tellement peur de partir dans trop de directions que je veux tout de suite te poser la première question un peu phare du podcast. Tu sais, le podcast s'appelle Jusqu'au sommet parce que on explore la trajectoire de vie de personnes qui ont cheminé vers leur sommet. Et en fait, à travers cette trajectoire, il y a plein de choses qu'on apprend, la montée et la redescente. Et donc, avant de te recevoir, je t'ai demandé de m'envoyer une photo qui représentait un de tes plus beaux sommets que je vais sortir et que je vais te demander de commenter et de bien décrire, notamment pour celles et ceux qui seront que sur la version audio du podcast. Quel est le sommet que tu as décidé de me partager ? Je pense que c'est... Déjà, je fais surtout le sport pour les émotions, je pense. Ouais.
parce que ça procure des trucs qu'on vit pas ou pas souvent dans la vie de tous les jours, pas si fort. Et ça, c'était un de mes plus beaux jours de ma vie même, je pense. C'est, l'arrivée aux Champs-Élysées de mon premier tour avec une équipe incroyable. David Gaudu qui finit 4e au général. On a vraiment en fait, on est 8, ouais, on est 8. Tous les 8, on était vraiment, au maximum de nos capacités pendant ces 4 semaines, 3 semaines. Et même avec Thibaut Pinot, c'était un de ses derniers tours, de passer ça avec lui. Stéphane Kuhn, qui est vraiment un super pote aussi à moi maintenant, qui a fait aussi un super chemin dans sa carrière. Et je pense qu'on a vraiment réussi à être tous à 110% de nos capacités. Et de le voir dans une équipe, je pense que c'est la fois où je l'ai plus vu, où ça s'est plus vu qu'on était vraiment à 110% optimisé. Ouais. Que tout le monde, au même moment, était à son apogée, finalement. Ouais, et pas juste les coureurs, mais aussi le staff. Ok. Tout le monde se tirait vers le haut, il y avait une dynamique incroyable. Et ça reste, pour moi, ça reste le moment qu'il faut répéter, quoi. Si j'arrive à répéter ça encore une fois dans ma carrière, je suis très content. Incroyable. C'est le baseline, enfin le top line, finalement, le truc à refaire. Ouais, c'est ça. Je pense si, bah, tu vois, on passe par des stages à altitude, c'est une prépa quand même très très longue. Et finalement, tu arrives à l'objectif. Et là, tu vois que tout le monde est fort. Et du coup, tout le monde se tire vers le haut. Après, il y a l'aspect psychologique aussi, où tout le monde se surpasse parce que tu vois, putain, lui, il est super fort, je peux pas me louper. Et du coup, d'avoir aucun élément faible dans le groupe, ou même si un jour un mec est un peu plus faible, l'autre aide. Et là, c'était incroyable. C'était quelle année? Ça doit être 2023, je pense. 23. Et là, 2022. tu as choisi la photo de l'arrivée au champ. C'est une année où vous réussissez. Enfin, il y a des performances que vous atteignez collectivement, en plus de la 4e place de Godu. Ouais, t'avais Thibaut qui a presque gagné son étape, il a fait 2e. Ouais. Et voilà, c'était tout autour de David et Thibaut. Ok. Du coup, tout le reste, on était là pour aider. Mais Ouais. on était tous au niveau. Ok. Et donc, contrat rempli, vous tous, comme en tant qu'équipe, vous dites le job a été fait. Ouais. Quand tu as ta 4e place au général, pas de victoire d'étape, c'est une déception quand tu finis ce tour ou c'est même pas ce que vous gardez finalement? Je pense que je garde surtout, ce sont pas les résultats. Ok. Mais c'est vraiment, comme j'ai dit, que on a réussi à aller chercher les 110%, quoi. Et ça arrive quand même rarement. Souvent, tu es très optimisé, mais que tout s'aligne comme ça, c'est rare. Ok. On va revenir sur tout le chemin qui t'amène à ce moment-là, en 2022. Toi, je crois que tu as démarré le vélo, pour le coup, hyper jeune, c'est ça? Ouais, à 6 ans, je sais pas pourquoi, c'était vraiment ma passion. Ok. J'ai adoré rouler dans la rue devant la maison avec mon vélo, quoi. Aller avec le vélo à l'école, tout simple, quoi. Ouais. Et après, je suis rentré dans un club de vélo. Du coup, tu commences c'est pas des entraînements, tu fais du vélo en club, quoi. Et petit à petit, ça a pris. Et ouais, à un moment donné, j'ai dit, je vais être cycliste pro. Tu te rappelles à quel moment tu as eu il y a un moment où tu as un déclic et où tu te dis cette phrase, peut-être sérieusement pour la première fois? Pas forcément, mais je sais que c'était très tôt. Je pense que ça doit être autour des 13 ans où je savais exactement ce que je veux dans ma vie. Tu mets quand ton premier dossard en compétition? Ouais, à 6 ans. C'est vrai? Ouais, Il y a des compétitions de vélo à 6 ans, je savais même pas, tu ouais, vois? c'est pas des Autour du pâté de compétitions, maison, ouais, tu sais? même pas, c'est un parking ou voilà, quoi. Ouais. C'est une course qui dure 6 minutes peut-être. Ouais. Mais du coup, j'avais déjà un dossard sur le dos, ouais. Et à ce moment-là, t'es compétiteur déjà? Est-ce que très tôt, tu fais des résultats? Ouais, j'ai commencé à gagner très vite, ouais. OK. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. J'ai de la chance, j'ai un peu de talent, quoi. Ouais. Tu t'entraînes particulièrement, enfin, j'imagine qu'à Non, 6 ans, pour le coup, tu pas, c'est je pas sais même pas si tu as des entraînements. c'est pas de l'entraînement, tu fais du vélo 2-3 fois par semaine, c'est pas de l'entraînement, tu es pas du Ouais. tout optimisé, c'est juste voilà, je pense que j'avais un peu de talent de base déjà, ouais. OK. Et c'est tout de suite le seul sport que tu pratiques? Non, pas du tout, j'ai fait, plein de sports, j'ai fait un peu de l'athlétisme, j'ai fait du basket, un peu de natation
Et j'ai fait un jour de football. Un jour. Un jour. Ouais. Ouais. C'était pas mon kiff, non. C'était pas le bon. Non. Et dans aucun des autres sports, enfin, je vais te tourner ma question différemment. Est-ce que dans les autres sports, tu avais aussi cette même niaque de te dire je veux y aller à fond et je me donne? Ça s'est passé comment sur les autres disciplines finalement? Ouais, je pense que j'ai toujours ce truc de compétiteur. Ok. Par contre, j'avais moins de talent. Et ça s'est vraiment vu. Au basket, par exemple, j'avais la coordination. J'ai grandi très vite. Ok. Du coup, j'avais pas une grande coordination au début. Et ouais, il manquait clairement de talent. Ouais. Ok. Et tu choisis le vélo par passion ou par talent? Je pense que c'est déjà le sport que je kiffais le plus. Ok. Et en plus, j'avais du talent. Donc les Donc, étoiles ça, sont c'est alignées et ouais, ça a été un petit peu plus simple. c'est ça. Le vélo, donc tu m'as dit tu as 28 ans, le vélo au Luxembourg, sur cette période-là, est-ce que tu es dans un sport qui a plutôt la cote ou, ou pas vraiment finalement? C'est quoi la place du vélo au Luxembourg? C'était le sport numéro un. C'était Ok, une période incroyable. On avait les frères Schleck qui ont gagné Liège, qui ont gagné le Tour. Kim Kirchen qui a gagné aussi des courses. C'était une période, il y a des trucs qui sont arrivés, ça arrive normalement jamais, quoi. Hmm. On avait 3-4 mecs qui savaient gagner, c'était pur hasard, je pense, que ça arrive dans une période comme ça, que tu sors 4 mecs qui gagnent les plus grandes courses. Mais c'était incroyable, ouais. C'était Donc, vraiment le sport numéro un. ok. Et toi, quand les frères Schleck font des podiums, voire ouais, remporter le Tour, c'était 2010, Schleck, il me semble, ou peut-être Ça va être autour de là, je pense, autour de ouais. ces années-là. Euh, Toi, t'es quoi? T'es ado finalement? Ouais, Je me rends pas trop compte. Ouais, vous avez 12 ans d'écart. je dois avoir 13 ans, ouais. Ok. Ouais. Donc, ouais, c'est des modèles, quoi. Typiquement pour toi, Ah tu ouais, les ouais, regardes. ouais, ouais. C'est clairement, ouais, ouais, je les suivis à la télé tout le temps quand je rentrais de l'école. Ouais, ouais, c'était mes idoles, ouais, mes idoles. Et sur ces années-là, je me dis, le Luxembourg, c'est pas un très grand pays. Toi, tu fais très vite des performances. Tu les rencontres un petit peu, tes idoles? Non, non, pas trop pas trop à ce moment-là, mais c'est très drôle parce que maintenant, bah, Frank Schleck qui travaille à la Fédé luxembourgeoise et Andy que je connais aussi. Du coup, ça Ouais. fait très drôle quand tu passes d'un idole un peu à copain, quoi. Ah, quelqu'un que tu connais. Toujours quand même un grand respect pour le mec, ouais. Ouais. Et je pense que Andy vient de prendre un nouveau rôle il y a pas Chez Trek, longtemps ouais. chez Trek. Ouais, c'est ça. Comme directeur sportif. Non, il a un poste élevé, ouais. Ok. Ouais. Juste sous le directeur, ouais. Mais c'est vrai que c'était des athlètes qui étaient hyper beaux à voir sur ces années-là. Je pense que ça correspond à peu près aux années où j'ai commencé aussi Ok. à regarder le Tour de France. Avec Contador et tout, c'était Ouais, incroyable. exactement. Puis tu sais, c'était un petit peu les gentils. J'ai l'impression Ah à ouais. chaque t'avais un peu l'impression, t'avais envie qu'ils gagnent Ouais. et qu'ils battent Contador, mais qui avait aussi, enfin, qui était aussi génial dans son style, mais ils avaient Mm. leur truc bien à eux. Et ok, donc c'est vers 13 ans que tu te dis pour la première fois, je pense que j'ai envie d'en faire ma carrière. Ouais. Et après, il y a un autre moment déclencheur, je pense, c'était autour de 2016. J'avais la chance d'aller voir l'arrivée du Tour au Champ. Ok, Parce que mon ancien entraîneur, son fils, il était pro aussi chez H2R et qui a fini ce tour-là en 2016. Et du coup, j'étais dans les tribunes au Tour. Et je me souviens que il m'a dit, bah, toi, tu vas y être là. Je me souviens qu'on a dit une date, je sais plus la date, mais je pense qu'il était à un an peut-être près. Et j'étais vraiment là, quoi. comment il s'appelait ton entraîneur à cette époque? Romain Gaster. C'est Ok. le père de Ben Guster qui était pro chez H2R toute sa carrière. Trop bien. Et donc lui il se dit, je vais emmener Kevin, je vais lui montrer l'arrivée. Tu penses qu'il avait un peu envie d'ancrer quelques images peut-être dans ton, tu Bah sais, oui, dans ton cerveau d'adolescent et de te dire, vas-y mec, le prochain c'est toi quoi. c'est sûr. Mais après, tu dis, c'est tellement loin. Tu dis, c'est presque impossible. Même si tu passes pro, t'as peut-être pas la chance de faire le tour. Même ça, c'est Ouais. pas juste tu passes pro, après tu fais le tour. Non, c'est pas du tout. Il y a plein de pros, ils ont jamais fait le tour, quoi. Et du coup, voilà, la première fois que je suis rentré dans les champs, il y avait tout ça ensemble. Et ouais, j'ai vécu un truc incroyable. À ce moment-là, est-ce que le cyclisme prend le pas sur tes études? Est-ce que tu arrives encore à bien jumeler les deux? Moi, c'était surtout, j'avais envie déjà de finir le bac, Ok. plus important. Et après, il faut faire un choix. Il y en a qui réussissent de faire les deux, mais c'est très rare. Souvent, tu fais un choix. Moi, j'ai commencé une licence de langue étrangère appliquée à Chambéry pour m'occuper, pour faire autre chose.
mais pas pour plus, quoi. Ok. Que t'as fini ou même pas? Non, quand je suis passé pro, je me suis dit, vas-y, je suis motivé. Ça a duré 2 mois. Et j'ai arrêté. T'as arrêté au bout de 2 mois. Ouais. Donc t'étais all-in et en fait c'est un peu Ouais, j'ai compliqué validé de. les premières 2 années. Et après, voilà, Ok. j'ai arrêté. Je sais que tu as des sports où tu vois, tu as des systèmes de détection avec des agents qui se déplacent. Mm. Comment en vélo on repère ton talent finalement? En vélo, c'est assez bien fait. Il y a les coupes du monde. Coupe du Ouais. monde. Et du coup, on va avec notre fédé là-bas. Finalement, tu as les meilleurs espoirs sur place. Si tu fais des résultats là, tu vas décrocher un contrat plus ou moins, quoi. Ouais. Mais du coup, ça dépend vraiment de la performance. Ça, c'est cool. Et après, comme dans les autres sports aussi, on a des agents. Ouais. Et tu as des courses, tu vois, avant même que tu ailles à Chambéry, tu as des courses qui te reviennent, qui t'ont particulièrement marqué, que tu peux nous raconter? Des moments un peu plus forts peut-être dans ta jeunesse, adolescence? Ouais, ouais, ouais. Je suis venu à Chambéry et au début, tu fais les petites courses. Voilà, tu vas là un peu pour découvrir. Et pendant l'été, j'ai été sur une course où je sais pas ce qui m'a pris. J'ai attaqué à 40 km de l'arrivée et je suis allé au bout tout seul. Et c'est là aussi où tout s'est un peu mis en marche, quoi. Je me suis dit, ok, je suis chez les amateurs là, ça a l'air d'aller. Je pense que j'ai la capacité pour plus. Et en même temps, l'équipe a vu que ouais, je suis capable de faire des trucs bien. Et du coup, tout ça, ça a un peu déclenché quand même le truc, quoi. Et ça, c'était quoi? Tu sais, c'était quelle course? Je pense que c'était Tour d'Auvergne. Ok. Ouais. Une course sur un jour. Élite amateur. Élite amateur. Ouais. Ok. Et à ce moment-là, toi, t'es déjà en sport-études ou t'es en quel. T'as déjà pris le virage de devenir pro? Ouais, clairement, ouais. Je pense que quand je suis allé à Chambéry, ouais, à 18 ans. Déjà, je viens du Luxembourg, du coup, déjà pour le vélo, j'ai déménagé. Ok. Euh, T'as déménagé où? À Chambéry, du coup. Ok. Du coup, j'ai pris. Avec ta famille. Non, tout seul. Ok. Et Vas-y, déjà, raconte-nous un petit peu le chemin qui t'a amené bah jusque. ouais, en fait, c'est une super équipe. C'est l'équipe réserve d'H2R. C'est un peu le rêve pour tout le monde d'aller là-bas, quoi. Et du coup, j'ai eu la possibilité de signer un contrat avec eux. Mais voilà, faut habiter à Chambéry. Et du coup, je me souviens, quand ça s'est fait, à 18 ans, je pense que j'avais mon permis depuis 2 mois peut-être. J'ai acheté une voiture, et voilà, j'ai mis tout dans la voiture et je suis parti. Et du coup, ça, c'était déjà un grand moment, quoi, mais aussi de la volonté parce que j'ai tout mis sur une carte, quoi. J'ai pris du risque, mais parfois, je pense qu'il faut prendre des risques. Ton entourage, à ce moment-là, te soutient Ouais, dans tes choix? ouais. Mes parents, ils m'ont toujours soutenu. Et même là, où, quand je me mets dans leur place, je me dis, oh, c'est quand même un peu chaud, là, ce qu'il fait. Mais finalement, ils m'ont soutenu et je pense qu'ils ont eu raison, quoi. Après, ça aurait pas passé. Après 2 ans, tu retournes au Luxembourg et j'aurais fait une vie plus classique, quoi. Je me dis, la vie, elle est assez longue. Si tu perds 2 ans, pendant un moment donné, tu vas bosser encore assez d'années après, hein. Ouais. Tu peux y aller all-in et autant Ouais, ne ouais, pas ouais. avoir de regrets, quoi. C'est un peu ma devise maintenant, ouais. Ok. Tu fais combien de temps dans cette équipe réserve de la G2R? J'ai fait 3 ans. 3 ans, donc de tes 18 à 21. Ouais. Après, Ok. j'ai signé à la FDJ chez les pros. Et qu'est-ce qui fait quand tu es à la réserve de la G2R? J'avais pas pensé à cette question, mais que tu signes à la FDJ et que tu restes pas avec la G2R? Il y a un combat des clubs à ce moment-là ou ça se passe comment? Ouais, c'est toujours un peu complexe, quoi. J'étais stagiaire après ma 2e année avec la réserve. Du coup, je pense que voilà, j'ai bien fait chez les pros. Après, ils ont décidé qu'ils me voulaient pas. Ça, voilà, t'as presque pas de place, quoi. Déjà, Hmm. pour aller dans la réserve, c'est 15 mecs. Déjà, pour être sélectionné pour la réserve, c'est chaud. Vous êtes salarié? Tu es déjà sous contrat quand Non, tu es pas sur du la réserve? tout. T'es Non, ok. libéral, quoi. Ok. Voilà, patient. Ah ouais, ok. Donc tu es là. Donc c'est-à-dire que là, quand tu es à Chambéry, t'es financé par tes parents Ouais. et tu te dis j'y vais à fond pendant 2-3 ans Ouais. parce que c'est finalement la seule porte d'entrée pour devenir pro à un moment. Ouais. En fait, ce qu'ils t'offrent, c'est toute la performance, toute leur connaissance, le matos. En fait, ils mettent tout en place pour que tu passes pro. D'accord. Tout seul, t'arrives pas. Soit tu as une structure qui t'aide, Ouais, soit c'est impossible. c'est impossible. Du coup, ils mettent tout ça en place, mais du coup, ouais, t'as pas de salaire. Ouais. Ok. Et vous êtes logé entre coureurs? Logé, ouais. Ok. On est logé, ouais, à Chambéry, ouais. Ouais.
Bon, alors ils te fournissent quand même les pâtes, le logement. En gros, t'as pas non plus trop de défraiements parce que tu dois T'as faire pas que tu dois faire que du Ouais, vélo, j'imagine. quasi pas de frais, non. Mais du coup, t'as pas de sous non plus. Ouais, c'est ça. Tu fais que du vélo pendant cette période-là? Ouais, ouais, ouais. Où t'arrives à Je suis encore allé un peu à l'école aussi, ouais, mais ouais, tu quand même. Bah, tu sais que t'es là pour ça, quoi. ouais. Est-ce qu'il y a un moment où, et ça arrive peut-être plus tard, donc je te pose peut-être la question un peu trop tôt, mais où tu passes d'un sport qui est une passion et un plaisir à un sport qui est juste là pour devenir un métier finalement? Et est-ce que tu arrives à garder la notion de plaisir à travers cette transition? C'est ça le plus dur. Oui. C'est clairement ça le plus dur, moi, je dis toujours, le boulot que j'ai, je le kiffe, mais le faire tout ça pour pas de salaire, compliqué. Parce que ta famille, tu la vois pas souvent. Ton cercle d'amis, il est très réduit parce que tu voyages tout le temps. Heu, Après tu fais plein de stages. En fait, c'est très dur d'avoir une vie plus ou moins normale, ou tu essayes d'avoir une vie plus ou moins normale, mais c'est très dur, quoi. Parce que quand tes potes, ils ont la nif, tu pas là. Quand tes potes, ils vont au festival, ils font un truc entre potes ou des vacances, des voyages, bah, tu toujours pas là. Du coup, tu mets quand même 90 de ta vie pour le vélo et après tu essayes d'avoir une vie plus ou moins normale. Comment tu arrives à c'est fort ce que tu viens de dire, donc comment tu arrives à gérer cet aspect, ne serait-ce que mentalement? De te dire tous les jours: «Ben, là, je vis pas peut-être totalement ma vie ou ma vie de la façon dont elle est vécue par 90 des gens», ce qui est pas Mmh. non plus notamment la bonne façon, mais est-ce que ça, il y a pas un moment où, ça te tire un peu en arrière parce que tu as peur des regrets, tu as peur de perdre des relations avec, des potes, tu développes peut-être pas les relations amoureuses que tu aimerais, enfin, tu vois? Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis: «Merde, ça devient trop un frein finalement»? Bah, pour moi, ça, c'est hyper important que je garde mon équilibre dans ça. Hem, du coup, bah, même l'hiver, j'essaye parfois, je fais parfois du ski rando, du ski de fond. J'essaye aussi de bah, Noël à chaque fois, je descends à la famille, même si, c'est un mariage du voyage, tu les repas et tout, ce qui pour la performance, pas non plus idéal. Mais je prends des moments, dans ma vie, heu, pour avoir une vie normale et je pense que c'est ces moments-là aussi qui te rendent heureux et du coup, ça redonne, de la motivation pour t'entraîner. Je pense que c'est un peu donnant-donnant, finalement. Ouais. Et j'imagine que tu viens un petit peu de le dire, mais justement quand tu te donnes un petit peu d'espace, tu sais que tu es pas en train d'optimiser 100 ta performance, n'importe quoi. Tu fais un aller-retour en Mmh. voiture, au Luxembourg, tu passes du temps dans la voiture, assis, ça te prend des heures et cetera. Alors que tu pourrais être là, à récupérer, à t'entraîner, je sais quoi. Et en même temps, c'est l'équilibre qui fait que ça continue. J'imagine que mentalement, tu vois, même moi, mais mon petit niveau, quand je prépare parfois une course, bah, le fait de pas aller m'entraîner ou de privilégier un anniversaire ou un Mmh mh. week-end en famille, parfois je dis: «Ah merde!» alors que, à mon niveau ridicule, tu vois? Toi, comment tu le gères enfin, est-ce que c'est même un stress mental d'avoir à toujours trouver cette, balance qui vient te permettre d'être, bah, stable et finalement de continuer sur ce sport et sur ce job, mais en même temps, bah, qui peut avoir un impact sur la performance, quoi? Ouais, je pense que c'est un stress un peu, permanent. Mais après moi, j'essaye vraiment de périodiser. Beaucoup de mecs font ça comme ça. OK. Des mecs des moments hyper importants dans la saison, où tu prépares un grand tour, tes objectifs et tout ça. Là, c'est niet quoi, tu fais rien. Tu t'entraînes, tu dors, tu fais vraiment rien quoi. Tu t'isoles dans ton truc et pour ça, nous, on adore aller en stage parce qu'en stage, c'est beaucoup plus facile de s'isoler. Mmh. Parce qu'il y a pas de potes, il y a personne et souvent, on fait des stages à altitude aussi à Tenerife, au volcan, là-haut, Ouais, où il y a rien et du coup, beaucoup de mecs apprécient ça parce qu'il y a rien à faire et tant qu'il y a rien à faire, bah, il y a pas de stress mental parce que tu as rien à faire c'est clair. et du coup, ça, moi, j'adore aller là-bas parce que tu vas là-bas, tu poses les valises pendant 3 semaines et tu fais rien. Tu t'entraînes, tu optimises tout, il y a pas de distraction, il y a rien à faire. Ça représente combien de temps sur une année des stages? Vous en avez quoi, 3, 4? Stage altitude, souvent 2, ouais, 2 par 2. an. OK, Et après, on a des stages aussi, en décembre, on avait un stage à Calpe, plus normal, quoi. ouais. Et ça, vous avez pas l'option d'en faire plus?
Est-ce que en mettre plus, déjà, c'est peut-être même pas possible dans votre calendrier, en fait, mais est-ce que tu vois un monde où tu te dis, moi, j'aimerais même presque en avoir plus dans l'année pour être encore plus focus, quoi? Non, parce que entre toutes les courses, t'as quasi pas le temps. On est. Ouais. Franchement, tu passes une semaine à la maison d'affilée, 7 jours. C'est déjà pas mal, quoi. Ça arrive pas assez souvent dans la saison. Ouais. Non, mais on a vu que c'est dur de te caler une date pour le podcast. On Ah était ouais, trop heureux ouais, d'en trouver une. On se dit là, pendant que c'est l'hiver, il faut sauter dessus parce qu'après, ça va être ouais, trop compliqué. Donc, non, mais déjà, merci encore. Et tu sais, ce que tu disais juste avant, ça me faisait penser, je crois que c'est Pauline Ferrand-Prévot cette année qui disait, après sa victoire du Tour de France, elle disait, mais moi, ma vie de cycliste, c'est un peu une vie de nonne, de bonne sœur. c'est Mais ça, je ouais. crois que j'aime ça. En Ouais, ouais. fait, mon mindset est dédié à ça et je ne fais rien d'autre. Mais ça me va bien. En fait, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut accepter Ah bah oui. quand tu te... Déjà, tu le fais pas, jamais tu passes pro. Déjà, du coup, tous les mecs qui sont un peu. On est tous un peu différents. Je pense que tous les autres, sinon, on serait déjà pas là, quoi. Et après, j'adore quand tu es dans ce moment-là où. Parfois, c'est dur de rentrer dans ce moment-là où tu dis, bah, vas-y, je laisse tout autour de moi. Mais une fois que tu es là-dedans, tu vois que tu récupères bien, que ton corps il marche bien, que tu manges tout le temps ce qu'il faut. La sensation, elle est incroyable. Tu te sens tellement optimisé. T'es intouchable. C'est tellement drôle parce que du coup, parfois, tu te dis, ah vas-y, on va au resto. Tu vas au resto et le soir, tu te dis, ah là, j'ai quand même un peu craqué. C'était pas ouf ce que j'ai fait là, aller au resto, machin. Et en même temps, en hiver, bah, tu peux sortir en boîte et tu te dis, oh, normal, quoi. Ouais. Et du coup, c'est vraiment ce contraste-là entre quand tu es vraiment dedans ou même un repas, parfois tu te dis, ah, c'est pas ouf, quoi. Et en hiver, parfois tu enchaînes les soirs et tu vois, Donc, tu as vraiment quand même des moments comme ça où tu arrives à décompresser, à faire quelques soirées de... Enfin, voilà, Mm. à faire ta vie et à te dire, je pense à rien d'autre et j'en ai besoin, quoi. Ouais, pareil, c'est rare. On a la coupure après la dernière course de la saison qui est fin octobre, où pendant 3 semaines, on s'entraîne pas, on n'a pas de rendez-vous, on n'a rien à faire, hein. Et du coup, c'est là aussi où tu profites. Ouais. Est-ce que tu penses que... Toi, tu fais déjà partie clairement de l'élite. Puis dans l'élite, il y a une élite encore. Mm. Et on a des mecs qui semblent presque inhumains. Est-ce que tu penses que la différence, elle peut se jouer là? Est-ce que c'est des mecs qui... des Pogacar, mais même des Godu, typiquement, qui, eux, ne vont pas couper et vont réussir à pousser encore plus loin? C'est à ce moment-là qu'il y a un truc encore qui se fait de différent, tu crois? Ce que je vois pour Godu qui a fait 4 au Tour, où j'ai passé, je pense, l'année où il fait 4, je dois passer au moins 150 jours avec lui. Ouais. Je vois qu'en soi, il coupe aussi comme nous. Ils font pas beaucoup des trucs différents que nous. Ok. Je pense que à un moment donné, c'est encore le talent qui joue. Ça se voit même dans ses valeurs qui sont supérieures, quoi. Ouais, là, tu parles Vraiment physiologique, de quoi. valeur physiologique, exactement. Du coup, ça, c'est sûr que c'est un bon point. Et après, ouais, c'est mental aussi, je pense. Les mecs, ils savent tellement ce qu'ils veulent. Même si moi, je sais ce que je veux. Mais je pense qu'il y en a qui arrivent encore. Ils ont peut-être juste une autre philosophie de la vie, en fait. Ouais. Je pense que c'est un bon résumé. Non, c'est intéressant. On va aller un peu plus tard sur la performance. Ce que je voulais ce que je voulais te demander pour finir sur cette partie sur le parcours, c'est le Kevin qui avait 13 ans et qui se disait pour la première fois, je sais que je vais être pro. Est-ce qu'il arrivait à imaginer que la carrière d'un pro et le quotidien d'un pro, c'était ce qu'il est aujourd'hui? Après, les vélos, ça a vachement changé quand même. Quand Même sur les 10 ans, enfin même Ouais. sur les 15 ans que... Quand je suis passé pro en 2019, la science était encore moins loin. Du coup, tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la nutrition, sur la glycémie, tout ça, on n'a pas fait tant gaffe que ça, quoi. C'est vrai. Non, on n'a jamais pesé la bouffe. On avait des bidons, c'était toujours le même grammage. Jamais quelqu'un a dit faut que tu fasses des heures à 110 grammes et après tu fais une heure à 90. On ne parlait pas, quoi. Ça, c'est un énorme truc qui a changé, mais du coup, qui rajoute aussi de la fatigue mentale. Parce que tu manges toute la journée, au moins 3-4 fois par jour. Du coup, ça rajoute quand même un truc. Ok, donc tu dis, toi, tu l'imaginais pas finalement quand tu avais 13 ans, mais dans tous les cas, tu n'aurais pas pu l'imaginer parce que probablement que être cycliste pro c'était encore différent. à cette époque-là, c'était complètement différent. Ouais,
même aujourd'hui, tout est beaucoup plus sérieux. Ce que je fais là pour l'acclimatation chaleur pour Ouais, l'Australie, bah, personne n'a fait ça il y a 10 ans, quoi. ouais, Et du coup, c'est vraiment ça que maintenant, dans le cyclisme, mais je pense dans le sport en général, on s'applique de plus en plus sur la science. Et la science, elle est en train de progresser très rapidement. Et du coup, avant où on a dit, bah, on sait faire, maintenant, bah, c'est la science qui nous dit comment faire. ouais. Et bah, ça fait une bonne transition vers, tu vois, tout ce qui entoure le cyclisme et qui est un vrai sport d'équipe. Je pense toujours, tu vois, moi, mon épouse a été enceinte il y a 3 4 ans sur la première saison de la série Netflix, Ah oui. sur le vélo et je me rappelle après 3 4 épisodes, elle vient me voir, elle me dit: «Mais putain, tu sais Arthur, le vélo, c'est un sport d'équipe, en fait». Ah Et oui. en même temps, elle regardait, tu sais, Netflix le matin, puis l'après-midi, elle regardait les étapes du Tour, c'était au même moment et elle me disait: «Ah, je comprends tout maintenant, je comprends pourquoi ils se parlent dans l'oreillette». Et c'est vrai qu'au début, quand tu connais pas le vélo, Mmh. bah, t'imagines le vélo qu'on voit, les mecs qui vont faire leur col et qui semble, à premier abord, un sport individuel parce qu'on se fait pas une passe avec un ballon ou quoi. Et on finit par comprendre, quand on s'y intéresse, qu'en fait, pas du tout. C'est un sport où le collectif est hyper important. Mmh. Déjà, tu peux un peu nous parler de, bah, typiquement dans ton équipe, à la FDJ, comment vous êtes, organisés? Une équipe est composée de combien de cyclistes et Mmh. qu'est-ce qu'il y a comme staff autour? Juste que tout le monde ait bien le cadre, pour comprendre. Mais je pense que c'est aussi un bon point pour revenir à ta question avant. C'est là où tu découvres aussi vraiment que c'est un boulot. Parce Ouais, que tu prends pas le départ avec un dossard sur le dos et tu es chaud et tu dis: «Aujourd'hui, je vais gagner». Non, tu fais un briefing, le mec, il te dit quoi faire, tu le fais. Mais 50 du temps, tu es pas au départ pour gagner la course. Tu es là pour faire une tâche. Du coup, ce truc course, tu l'as peut-être encore un peu, mais c'est pas comme si toi, tu prends le départ d'un trail et tu es hyper chaud, quoi. c'est clair. Même si nous, on a beaucoup envie. Mais voilà, c'est vraiment là la différence entre amateur où tu vas pour toi et chez les pros, bah, tu fais une tâche. Vraiment grande différence. Ça, tu l'as compris à quel moment tu l'as compris dans ton parcours? Parce que j'imagine aussi que c'est dur, tu vois? Tu me disais: «Bah, moi, à 6 ans, 10 ans, j'ai le talent, c'est inné et je gagne des courses». Le jour où tu signes pro, tu vas revenir dessus, mais tu signes même pas pour gagner des courses, en fait, Ouais, ce qui peut sembler, un peu dingue. ouais. Bah, je pense chez les pros, tu as moins que 50 qui signent pour gagner des courses. Mmh. Et ça, faut l'accepter. Et après, tu peux aussi trouver ton plaisir là-dedans. Parce qu'après, les leaders, eux, ils ont une pression phénoménale. C'est pour avoir côtoyé plusieurs leaders et voir comment ils vivent ça. Parfois, je me dis, j'ai pas envie d'être dans leur peau. Parce que ils passent des moments franchement pas cool, où déjà ils sont déçus d'eux-mêmes. En plus, ils ont l'impression de décevoir des gens. En plus, ils se font démonter sur les réseaux sociaux. Et du coup, il y a des moments, c'est vraiment, vraiment pas facile. Ouais. Et j'en ai vu plusieurs qui ont vécu ça pas super bien. Et après carrière, qui craquent quand même un peu. OK. Donc toi, aujourd'hui, dans ton rôle qui est plus un rôle d'équipier, finalement, c'est un rôle où, tu pas en frustration, finalement, par rapport à ça et où tu te dis: «Non, ma place, elle est là, où et je suis là où je dois être», quoi. Ouais, bah après, c'est pareil, tu peux être déçu par ta course, mais Ouais. la pression que tu te mets, c'est la pression de l'équipe, ce qui est tout à fait normal, et ta propre pression. Mais c'est pas non plus la pression de tous les spectateurs qui veulent que tu remportes le tour. Et du coup, ça, c'est plus facile quand même. Est-ce que malgré tout, tu as eu un moment où tu as dû accepter ce passage d'un statut à l'autre? Et j'imagine même que peut-être, enfin, je sais pas, quand tu fais du vélo à 15 16 ans, tu as quand même une notion d'équipe ou vraiment pas du tout sur ces années-là? En soi, non, parce que tu es hyper égoïste, tu veux passer pro. Ouais, OK. Du coup, à ce moment-là, tu essaies toujours de filocher, voilà quoi, tu es jeune quoi, Ouais. tu te dis: «Je vais passer pro», tu tellement je pars vivre dans un autre pays, voilà, maintenant j'y vais quoi. Et après, une fois que tu es pro, c'est là vraiment là où tu te rends compte du truc. Mais après, tu t'attends déjà un peu. Après, moi j'ai de la chance aussi, parfois je peux faire des courses pour moi. Je suis OK. protégé, leader, et les courses un peu plus petites. Et du coup, c'est vraiment toujours bien de garder quand même un peu ce feeling de la course et de se faire vraiment plaisir. Ouais. Tu arrives à prendre autant de plaisir sur les courses où tu es coéquipier?
Ou tu as un rôle de, entre guillemets, de Si, support, ouais. les jours où tu es vraiment très bien et tu es dans le final, tu es le dernier mec qui est avec ton leader et c'est un petit groupe et tu te sens hyper utile, là, c'est vraiment des gros moments, ouais, tu étais super satisfait. En plus, si tu arrives et le mec, il a fait un résultat où il a gagné et il sait qu'il a aussi gagné grâce à toi, bah là, c'est incroyable. Godu, il a gagné une étape comme ça au Dauphiné où j'ai pu l'aider à gagner. J'avais l'impression que j'ai gagné moi-même. Trop bien. Et ça, je me mets aussi à la place de ton directeur sportif qui, du coup, dans son bus, on n'est pas rentré en détail, mais vous êtes 8 en général sur la plupart des tours. Là-dedans, il y a un leader, il y a peut-être un co-leader, et le reste est là pour aider tout le monde. Comment il trouve les mots à chaque fois pour que... Est-ce qu'il y a besoin, en fait, pour que vous sentiez à chaque fois, c'est sur des tours de 3 semaines, toujours investi d'une telle mission sans avoir... Je sais que tu mentionnes que tu sais, voilà, le leader, il a une pression phénoménale. Et en même temps, la pression, c'est ce qui nous permet aussi parfois Mmh. d'être à 120%. Toi, tu es un petit peu plus dans l'ombre, entre guillemets. Et pour autant, en réalité, tu es face à 120 autres mecs qui ont les crocs. Et donc, il faut que tu sois aussi à 120%, quoi. C'est quoi les... Enfin, est-ce qu'il y a des mots? Comment est-ce qu'on fait pour qu'au moment du départ, tu te dises j'y suis et j'y suis à fond et mon rôle, il est tout aussi important. Tu vois, l'estime un peu et la reconnaissance qu'on doit te donner pour que tu puisses y aller à fond. Bah, je pense que c'est déjà par des tâches très claires qui sont faites par le DS dans Mm. le bus. Du coup, tu sais exactement, bah, tu as ça à faire. Du coup, tu peux pas dire avant ça, bah ouais, je suis pas super, je vais pas faire ça. Déjà, le numéro un, c'est accomplir ta tâche. Du coup, ça, c'est déjà une super motivation. Et après, tu as toujours ce truc, tu vas aller plus loin que ta tâche, en fait. Et ça, tout le monde veut faire ça. Si le mec, il dit, tu fais le placement au kilomètre 100, bah, tu as toujours envie de faire le prochain encore à 100, 120 ou 140, quoi, d'aller le plus loin possible. Et après, comme j'ai dit, je pense que tous les mecs dans le bus, ils savent exactement pourquoi ils sont là. Et tous les mecs, ils sont toujours prêts à mettre 110%, sinon même, bah, ils seraient déjà pas là. Mm. Et je pense que ça se voit un peu chez les pros. Je pense qu'on n'a pas besoin de quelqu'un d'extérieur pour vraiment nous motiver, quoi. On a tous envie de faire le maximum. T'es pro, t'es là, t'as ton contrat et tu sais pourquoi t'es là. Ouais. Et même toi, tu veux aller toujours plus haut, Ouais, gravir l'échelle. Du coup, bah, tu peux toujours trouver de la motivation ailleurs, quoi. ouais. Tu l'as dit, tu as roulé pour plusieurs leaders différents, notamment Thibaut Pinot, notamment David Gaudu. Euh, il y a une- Toi, est-ce que ça change ton rôle? Est-ce que ça change ta journée sur le vélo, la personnalité pour laquelle tu dois rouler? Est-ce que Ah quand oui. tu roules pour ce gars versus un autre, tu fais attention à certaines choses? Tu vois, je pense aux dynamiques de groupe, d'entreprise, etc. Ta relation avec le leader, est-ce qu'elle change typiquement avec ces personnalités-là? Ah ouais, il faut s'adapter, ça c'est clair, ouais. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. David, c'est quelqu'un, quand il a confiance en toi, comme il avait confiance en moi pendant ces années-là, il fait ce que tu fais. Du coup, tu te replaces, tu te retournes même pas, il est dans ta roue. Du coup, ça c'est assez facile pour moi, du coup, mais c'est du coup à toi aussi de prendre les bonnes décisions, quoi. Si t'es pas placé à un point clé, bah du coup c'est ma faute. Mais c'est assez facile parce que voilà, il te suit tout le temps. Donc tu te concentres sur ton taf Ouais, et tu sais il est qu'il est dans ma roue. Ouais. et son rôle, enfin ton rôle c'est de l'emmener, son rôle c'est de rester dans ta roue Ouais. et toi tu as des points clés sur le parcours où tu sais que là attention, c'est des points critiques et il va falloir que tu fasses hyper attention au Mm. positionnement. Après aussi, c'est aussi un peu de la physiologie aussi. Physique, pardon. Non, je me suis toujours trompé. On changera Après dessus, une on minute, tâche. là, 1 heure, là, ça commence à... Non, non. Ce que je voulais dire, c'est que parfois, bah, lui aussi, il est dans le dur, Bien sûr. mentalement. Voilà, Ouais. mentalement, c'est le mot. Du coup, c'est à toi aussi de glisser des mots, parfois. Ok. T'encourages ton leader pendant la course? Ouais, clairement, parfois, il vient te voir, il dit putain, là, ça roule vite. Mais toi, t'as pas forcément l'impression que ça roule vite. Mais tu vas pas lui dire, bah non, là, on roule pas. Ah, tu l'assassines si Bah tu oui, lui oui, réponds oui, ça. oui. Et clairement, des trucs comme ça, tu te dis, ah ouais, là, ça roulait vite. Ou c'est des petits jeux comme ça où bah, tu essayes, et parfois, il te dit, mais je suis nul aujourd'hui, ça va pas du tout. C'est arrivé plusieurs fois. Et je dis, mais arrête là. Et voilà, tu cherches les bons mots aussi pour pas qu'il se sente seul non plus dans son truc, quoi. Et après, avec un mec comme Thibaut, c'est différent parce qu'il
il est souvent derrière dans le peloton et il se place moins souvent. Du coup, c'est un peu à toi d'aller le chercher et de le remonter, quoi. C'est un autre fonctionnement, mais au pied de la pourquoi bosse, il est là quand même, quoi. Ouais. Et pourquoi il se place moins? Juste, il y fait moins attention ou c'est juste il a une stratégie de course ou de positionnement qui est différente? Non, je pense qu'il stresse juste un peu moins, quoi. Il est pas très stressé. Du coup, parfois, c'est à toi de le stresser. Et ça, c'est un truc que tu travailles sur tes stages? Ouais. Enfin, j'imagine que dans ce groupe, la dynamique et les relations que vous avez, typiquement sur les grands tours, vous avez passé 3 semaines ensemble. C'est quelque chose que vous travaillez au fur et à mesure de l'année. Et tu vois, pareil, est-ce que le directeur sportif a un rôle à jouer par rapport à la façon dont vous vous entraînez? Ouais. Déjà, on bosse tous avec une préparateur mentale Mmh. qui est engagée par l'équipe et un psychologue aussi. Et du OK. coup, voilà, pour les tours, souvent, on a la prép mentale, elle vient sur le stage en altitude où chacun passe individuellement, mais aussi en groupe pour essayer d'optimiser le truc. Et après, pareil, psychologue, il était là aussi en stage. Du coup, c'est tout un travail mental qui est fait aussi, ouais. Parce que un grand tour, je pense que les gens, ils se rendent pas compte, mais c'est quand même vraiment très fatigant. Et quand tu es en 3e semaine, tes émotions, déjà, ils sont complètement décuplées Mmh. avec la fatigue. Tu arrêtes jamais, en fait. Le matin, tu rentres dans le bus, tu fais ta course. Après, à nouveau, tu as 1-2 heures de bus. Tu arrives là-bas, tu fais le massage, tu vas direct au repas. Il est 21h30. 21h30, souvent, c'est la première fois où on se pose dans la chambre de la journée. Du coup, les journées, ouais, à un moment donné, on est tous fatigués. Tu m'étonnes. Et tu parlais de préparateur mental. Cette personne, elle est là sur les grands tours aussi? Non, mais si on a besoin, on peut la joindre, ouais. Pendant l'épreuve? Ouais. Ouais, OK. ouais, bien sûr, un psychologue aussi, ouais. Pendant l'épreuve? Ouais. C'est hyper intéressant, pendant que tu cours, quand c'est sur le vélo? Non, OK. avant ou après, ouais. Avant ou après? Ouais. Quand tu es sur le vélo, parce que vous avez une oreillette, tu Ouais. peux juste communiquer avec ta voiture? C'est ça, ouais. OK. Ouais. Je te demandais cette question parce qu'on a eu sur ce podcast, Maëlle de Ruas, qui est une ultra-traileuse, Mmh. qui a fait, 5e notamment à l'UTMB et qui nous disait que pendant les courses, parfois, tu sais, sur le trail, tu peux avoir Ouais, ton ouais. téléphone et cetera. Elle appelait sa préparatrice mentale Ah ouais. et notamment, elle nous avait raconté que sur un ultra, elle était passée un moment première de la course, mais juste, elle était pas prête du tout. Donc que ses émotions ont commencé un petit peu à l'emporter, Ouais, ouais. et donc elle a passé ce coup de fil et que ça l'a vachement aidé à se refocaliser. Et donc, ouais, c'est pour ça que ça m'intéressait de savoir si tu avais un accès un peu direct parce que, après j'imagine aussi que même les directeurs sportifs, sont formés et savent Ouais, aussi trouver c'est les ça, mots. ouais. Mais donc vous y avez accès, mais juste avant, après, Ouais. chacune des épreuves? Mais avant, voilà, les DS et tout l'entourage était moins formé aussi. Ouais. Maintenant, ils sont vraiment formés pour trouver les bons mots. Parce que même ça, hein, en fait, les courses d'un jour, ça va, t'es pas fatigué. Du coup, voilà, tout le monde gère. Mais nous, on est fatigués, mais les DS aussi. Et tout le Mmh. monde, en fait, est fatigué là-dedans. Et c'est là où, parfois, c'est chaud, quoi. Faut trouver les bons mots. Et voilà, c'est un peu moins facile. Tu as des anecdotes, de gros, «craquages» entre guillemets liés, justement à cette accumulation de fatigue, d'émotions, des trucs, qui te sont arrivés sur certains de ces tours? Ouais, j'en ai plein en tête. Vas-y, lance-en une. Voilà, je fais- Lance-en une qui est acceptable. Ouais, j'en ai plusieurs gros, mais je pense qu'elles sont pas acceptables. Euh, mais oui, oui, ça peut parfois lever la voix ou une étape où ça se passait pas bien, ça peut jeter un casque dans le bus. Ouais. Tu jettes un casque, Moi ouais, non, ça va. moi non, Toi, mais ça peut arriver. toi, tu le vrai flegme. Sur la partie, équipe, il y a un autre truc, que je voulais aborder avec toi, que je trouve intéressant, c'est, dans la team Total, vous êtes pas loin Total dans le sens, pardon, dans son ensemble, vous êtes pas loin d'une trentaine de 30 coureurs. coureurs, ouais. Vous êtes 30 coureurs. Ou 29, ouais, quelque chose OK. comme ça. Ouais. Pour autant, sur, les grands tours, vous êtes 8. Ouais. Comment ça se passe cette, compétition entre vous et comment vous le gérez? Est-ce que c'est tu vois, j'imagine qu'il y a des tours sur lesquels, vous voulez tous peut-être être présents
Et est-ce que c'est quelque chose qui vous tire vers le haut ou à l'inverse, qui peut parfois être un peu, source entre vous, je sais pas moi, de conflits ou quoi? Je pense que ça peut tirer vers le haut, ouais. Parce que du coup, tu vas être meilleur que l'autre et Ouais, du coup, forcément, ça peut tirer vers le haut. Hem, Après, ça, je sais pas pourquoi, on le voit beaucoup plus chez les amateurs, ces guerres, je trouve. Hem, Chez les pros, je pense, on est vraiment beaucoup, on sait pourquoi on est là et que ça reste un boulot. Du coup, c'est beaucoup plus calme qu'on peut le penser, en fait. ouais, Ouais, il y a pas trop de guerre là-dessus. Au début d'année, voilà, après, c'est des stratégies aussi. Tout le monde veut faire le tour. Le tour, c'est incroyable. le Tour de Tour France? de France, Ouais, ouais, mais c'est des stratégies de course aussi, quoi. Tu as 1 ou 2 leaders. Après, forcément, il faut 2 rouleurs pour accompagner. Il faut 2 grimpeurs pour accompagner et après, il faut un mec, on dit pas pour l'ambiance, mais parfois, ça arrive qu'il y a un mec sur la course parce que c'est comme un psychologue. Il gère tellement bien le groupe. C'est un leader, mais hors vélo, quoi. Et ça arrive parfois aussi qu'il y a un mec comme ça, ouais. Mais qui reste très, très fort, quoi. Mais qui serait pas entre les 8 meilleurs de l'équipe, purement physique, quoi. c'est hyper intéressant, ça, pour le coup. Donc ça veut dire que, tu vois, ta sélection, le jour J dépend pas uniquement, ou n'est pas faite uniquement sur, des critères de performance, mais qu'il y a aussi un aspect où il faut être sûr que les 8 mecs qui vont passer 3 semaines ensemble, et dans le bus, sont capables de enfin, tu vois, de bien vivre ensemble, en Ouais. fait. Bah, oui, oui, oui et après, le but aussi de cette sélection, c'est, d'avoir l'équipe la plus forte autour ou la plus performante, quoi. Mmh. C'est pas pour ramasser les mecs qui étaient hyper forts pendant la saison ou pour leur mettre en valeur. C'est pas du tout en fait, il faut toujours avoir ça en tête, parfois tu as ta place autour, mais il y a un sprinter qui va avec ses 3 lanceurs, il y a 4 places de prix et tu y vas pas. Et ça, faut l'accepter, quoi. C'est toujours se dire, ils cherchent l'équipe la plus performante pour chercher les résultats. Si la stratégie, elle match pas, quoi. Est-ce que tu as des, équipes qui correspondent plus à des profils? Tu vois, là, parce que tu m'emmènes là-dessus, parce que tu me parles de team de sprinters. Typiquement, j'ai l'impression que sur la FDJ, c'est pas nécessairement enfin, je sais pas si c'est le cas, mais j'ai pas l'impression, que tu as pas un sprinter pour lequel on va dédier 3 personnes, quand tu as peut-être d'autres équipes qui ont des sprinters très connus, Mmh. qui vont être plus cadrés là-dessus, tu vois? Est-ce que toi, le fait tu as toujours été dans la même équipe déjà. Est-ce que c'est parce qu'en fait, elle correspond aussi à ton profil? Ouais, 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 bah, les dernières années, j'étais clairement là pour, épauler David, OK. ce qui a toujours très bien marché. Hem Et maintenant, on a vu que ça c'est compliqué pour, faire un top 5 au général du tour. Du coup, l'équipe, elle a un peu changé de stratégie et c'est pour aller dans les échappées, pour aller, faire une place des échappées. Maintenant, l'année dernière, ils ont ramené, Paul Pénouette pour les sprints, du coup, avec, 2 ou 3 lanceurs et du coup, c'est vraiment la stratégie d'équipe qui a, grandement changé. Où avant, j'étais dans une place, très bien. Bah, maintenant, ça a un peu changé, ouais. Est-ce que tu as l'ambition de faire le Tour, cette année, Ouais, 2026? ouais. L'année dernière, tu l'as pas fait, tu revenais de J'ai blessure, c'est fait ça? le Giro, ouais, l'année Tu as fait le dernière. Giro? Ouais, OK, avec David aussi, du coup. OK. Et cette année, et donc du coup, à quel moment vous partagez vos «calendriers» entre guillemets? C'est pendant l'hiver en stage, décembre, mais D'accord? ça reste des présélections, ça reste c'est plus ou moins ça, mais voilà, après, Du peut-être. OK, tu vas voir comment la saison elle déroule, ouais. OK. Et toi, ton objectif, clé de 2026, aujourd'hui, c'est le Tour? Je vais pas dire que c'est moi parce que finalement, ça dépend pas forcément de moi si je vais au Mmh. tour ou pas, quoi. Ça dépend de la stratégie d'équipe. Du coup, je préfère me concentrer sur les courses où je sais que je peux performer déjà. OK. Je te pose une question un peu provocatrice, mais Vas-y. quand tu dis: «Ça dépend pas de moi», est-ce que tu dis ça en partie pour, te protéger? Dans le sens où, bon, bah, il y a d'autres aléas et il y a ou est-ce que réellement, ta performance individuelle a très peu d'impact sur le fait d'être oui ou non, sélectionné? C'est pas qu'elle a pas beaucoup d'impact, ça Ouais, non. Mais maintenant, ça fait plusieurs années que je suis là, ils savent ma valeur que j'ai ouais, et tu vas pas non plus une année, être beaucoup, beaucoup plus fort, quoi. Ça tu peux progresser, mais ta valeur, elle est un peu,
Je pense les DS, ils savent déjà, ok, bah, Kevin, il a cette valeur-là. Il est Lui. là. Et si, par exemple, l'année dernière, ils vont pas avec le sprint et Paul et 3 lanceurs, bah, tu as 4 places en plus à nouveau. Ouais, je comprends. Du coup, voilà, quoi. Après, je suis pas un leader. Du coup, tu as toujours David, tu as Guillaume Martin, tu as les leaders déjà. Et du coup, Bien ça, sûr. pour un mec comme moi, ça se resserre quand même fortement. Il reste 2 places, quoi. Ouais, et du coup, bah, si le sprinter il va, bah, c'est très compliqué. Si le sprinter il va pas, bah, il y a des places qui s'ouvrent. Et du coup, c'est toujours. Ça reste quand même de la stratégie. Ouais. Hyper intéressant. Tu disais, ouais, mes DS connaissent ma perf. Tu sens encore que tu arrives à l'améliorer, Ouais, je ta pense, ouais. performance, ouais? Déjà, le peloton, il progresse tout le temps en ce moment. Parce C'est que, vrai, on le voit. Hein, avec la science, il y a tellement de trucs qui sont mis en place aujourd'hui. C'est normal que tout le monde progresse. C'est tout à fait normal. Et du coup, si tu veux déjà garder ta place, il faut déjà progresser. Juste pour rester où t'es, en fait. Pour rester same par Ouais. rapport à la moyenne qui s'améliore, quoi. Ouais. Et du coup, si tu arrives. Parce que moi, mes valeurs, bah, tous les ans, je progresse clairement quand tu regardes que les puissances. Mais ça se voit pas tout le temps dans les résultats. Mais voilà, le but, c'est. Voilà, je dis toujours, on fait pas le vélo pour les chiffres, on fait le vélo pour le résultat. Et du coup, c'est clairement pour. Voilà, faut s'accrocher au résultat et pas. En fait, parfois, je pense les gens, je les vois, ils sont contents parce qu'ils ont fait un nouveau test 20 minutes et ils ont fait un record. Mais en soi, on s'en fout parce que tu fais pas le vélo pour tes chiffres, tu fais le vélo pour. Ou le sport pour un résultat, quoi. Si tu arrives à gagner et t'as pas des valeurs de ouf, bah, t'as gagné, quoi. C'est hyper intéressant. Par rapport à cette notion de performance, puis tout à l'heure, tu me disais, bah, le sport, il a vachement changé. Est-ce que les mecs qui arrivent dans les équipes pro en ce moment, tu vois, qui ont 19, 20, 21 ans, est-ce que tu les trouves beaucoup plus forts que ce que tu n'étais toi à l'époque et est-ce que ça pas que ce soit une menace, mais ouais, est-ce que tu sens que du coup, la pression venant des plus jeunes, t'as que 28 ans, mais malgré tout, bah, Mhm. tu as plein de mecs qui en ont 20, 21, 22 qui commencent à rentrer pro ou 23 sur ces années-là. Ouais, est-ce que tu sens que ça pousse plus fort parce qu'en fait, ils ont profité d'un cadre Ouais. où la science était encore plus poussée, le matos encore plus poussé, etc. C'est clair, après, ça fait aussi un peu la différence parce que moi, quand je suis passé jeune, on a dit, bah, les premières 2 années, tu vas découvrir, tu prends tes marques, tu te fais plaisir. Ouais. Et aujourd'hui, les mecs, ils viennent, ils ont, pas tous, hein, mais beaucoup, ils ont tout bâché, quoi. La famille, ils les voient plus, pas d'amis, pas de patients, rien, quoi. Mais ils sont hyper forts. Et je pense que là, faut que tout le monde choisisse comment il a envie de vivre, quoi. Mais du coup, les jeunes, ils sont hyper forts. Ils viennent et ils sont très très forts, quoi. Mais voilà, j'ai hâte d'avoir dans 10 ans où ils sont. Peut-être qu'ils ont perdu une autre bataille dans la vie. C'est possible. En tout cas, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi le résultat, tu sais, d'un sport qui s'est pas juste professionnalisé, parce qu'il était déjà Mm. professionnel, mais il y a vraiment eu, j'ai l'impression, sur les 15 dernières années, dans le cyclisme et dans d'autres sports, mais un essor, outre de la science, mais peut-être aussi des montants en jeu. Tu vois, j'ai l'impression Mm. que les sommes investies dans les équipes ont été multipliées par un facteur hyper important sur ces dernières années. Chose dont on parlait peut-être un petit peu moins. Alors évidemment, tu avais les équipes d'Armstrong ou d'autres qui étaient très fortes, mais j'ai l'impression que c'est aussi des phénomènes qui se sont amplifiés parce que bah, il y a plus d'investissement et le sport attire aussi beaucoup plus de grosses marques, de gros moyens et que ça change un peu la dimension du cyclisme. Ouais, c'est clair, c'est très très clair parce que on voit, il y a de plus en plus de sous dans le vélo. Même les salaires, ils font qu'augmenter. Les moyens sont incroyables, quoi. Quand tu vois tout ce qui est mis en place, ça coûte mais des sommes incroyables, quoi. Astronomique. Ouais. Et tu vois, il y a dans les tout petits détails, on a un sponsor de matelas, du coup, il y a 2 mecs qui sont employés par l'équipe pour virer les matelas de l'hôtel et mettre nos matelas. Aujourd'hui, tu as toujours un chef avec nous, du coup, qui a une cuisine sur les roues. Voilà, voilà, déjà à nouveau du salaire de la masse qui part, quoi. Et ça, c'est dans tous les domaines comme ça. En fait, tu as l'impression qu'il n'y a plus de limite, quoi. Mais tout ça, ça a des coûts, ouais. Et du coup, bah, on va chercher avec ces sous-là, on peut se permettre d'aller chercher plus loin que ce qu'on a fait avant, quoi. Mm.
Mais tu vois, ça m'y a fait aussi penser quand tu disais que lorsque tu étais en équipe réserve, tu étais pas payé. Mm. Alors, tu étais nourri, logé, blanchi, entraîné, etc. Mais je pense que tu as des sports dans lesquels il y a plus d'argent aujourd'hui, où beaucoup plus jeune, tu commences à toucher tes Mm. premiers salaires, tu vois. Je pense que sur les sports américains, même sur le foot, Mm. et donc ça m'étonnerait pas que même le vélo continue à aller chercher de plus en plus jeune. Tu vois, le Kevin qui a, entre guillemets, déménagé à 18 ans, ça m'étonnerait même pas que le Kevin de aujourd'hui, de 2026, en fait, dès 14 ans, potentiellement, et tu vois, voilà, il déménage, il signe un premier contrat, il a peut-être un premier salaire qui tombe, je ne sais quoi. Et ouais, je crois que ça fait un peu partie Ouais, du ouais, truc. bah, l'équipe réserve d'H2Arc, et voilà, tu as l'équipe réserve aussi d'FDJ qui a été créée plus tard. Ça, c'est une conti, du coup, les mecs, ils sont déjà payés. Du coup, ça commence clairement plus tôt aussi, et ça se voit. Même quand tu passais néo pro, avant, voilà, il y a un salaire minimum UCI, Mm. et tout le monde était, quand tu passes néo pro, plus ou moins à ces salaires-là. Et aujourd'hui, ça Ça a n'existe plus explosé. du tout, quoi. Ouais, Super intéressant. ouais. Tu as pas mal parlé, bah là on parle pas mal de performance. Je t'ai entendu dire sur une interview ou un podcast, à l'origine j'étais un passionné de vélo et avec les années je suis devenu un passionné de performance. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Bah, au début, j'avais pas connaissance de toute la performance ou de tout ce que tu peux améliorer. Mais à un moment donné, je trouvais, bah, même maintenant, je trouve ça tellement intéressant de voir à quel point tu peux aller chercher des petits détails, quoi. Et c'est ça ce qu'on fait. En fait, tu n'as pas une solution qui te fait progresser d'un coup, mais avec plein de petits trucs, tu peux progresser. Et du coup, c'est exactement ça ce qu'on recherche. Et ça va dans tous les sens. C'est assez intéressant. Ouais. Et typiquement, là on est en début 2026, tu as des axes que tu as identifiés sur lesquels, avec bah, toute l'équipe qui t'encadre, tu as parlé Mm. prépa mentale, tu as parlé nutrition, tu as ciblé des choses où tu te dis là, cette année, je vais travailler sur ces domaines-là parce que j'ai identifié qu'il y a des gains à aller chercher, quoi. Déjà, j'ai changé d'entraîneur. Du coup, ma façon de m'entraîner, elle a changé un peu. Ok, Ce qui est toujours un bon stimulus parfois de changer des habitudes. Et pour moi, la chaleur, par exemple, c'est vraiment pas un point fort, hein. ok, Dès qu'il y a de la chaleur, j'arrive pas j'ai tout le monde a une baisse de performance, mais chez moi, elle est encore, plus importante. Et du coup, on est en train de travailler là-dessus, ouais. ok. Quand tu dis changer d'entraîneur, l'entraîneur, pour le coup, c'est pas le même Non, pour toute l'équipe pro? et il doit en avoir, 5 ou 6, je pense. Ok, Et du coup, chaque entraîneur a 5 à 6 coureurs, plus ou moins. ok. C'est quoi la relation que tu as avec ton entraîneur? Il t'envoie Enfin, tu vois, tu le vois à quelle fréquence? Il t'envoie un programme toutes les semaines? Ça marche comment? En gros, Tu peux nous décrire un peu tu le le vois truc? jamais, ça, c'est C'est drôle. vrai? Ouais, ouais, ouais. Parce C'est que une IA en fait, on a un ouais, coach. possible. Parce que, ils habitent en fait, nous, on peut habiter où on veut. Ok, Du coup, déjà, là, sur Annecy, je suis le seul, de la FDJ, et du coup, bah, on habite, même pas juste dans la France, quoi, mais un peu partout, dans d'autres pays, et on a une plateforme de l'équipe, une plateforme d'entraînement Mhm. où là, il met, le programme d'entraînement. Toi, tu vas t'entraîner et ça télécharge toutes tes valeurs, toutes tes données sur cette plateforme, et lui, il analyse ça et commande ça. Et après, tu as encore, de l'échange avec lui, par téléphone, où il te dit pourquoi on va faire cette semaine-là comme ça, et toi, tu dis comment tu te ressens, si tout se passe bien, s'il y a quelque chose, c'est beaucoup, beaucoup de communication, hein. ouais. Beaucoup, Tu ouais. en échange hyper Journalier, ouais. journalier à la fin de chaque entraînement. Tu partages tes sensations, tes chiffres. Et... Ouais, T'as, mais tous les t'as ton jours. mot à dire sur l'entraînement en tant que tel? Tu vois, c'est quand tu reçois ton programme, toi, t'arrives, surtout que maintenant, tu commences à avoir quand même pas mal d'expérience. Dire, attends, celui-ci, je le sens pas, ou bien je veux pousser un peu plus fort. Ouais, 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 on peut, ouais. Après, tu vas pas juste dire, bah là, j'ai envie de changer ça, mais il faut que tu expliques pourquoi. Et si lui, il trouve ça logique ou cohérent, ça peut arriver, ouais. Mais je pense que c'est important aussi de laisser, l'entraîneur faire, parce que parfois, tu as aussi, les entraînements que tu es moins, parce que tu es moins fort, et du coup, tu essaies de les esquiver, alors que Ouais. c'est exactement là où il faut y aller, quoi.
Là, je fais l'entraînement de chaleur sur mon home trainer. C'est l'enfer. Du coup, moi, là, je ne me mettrai pas tous les 2 jours 1 heure sur ça. Mais du coup, c'est important d'avoir quelqu'un qui met aussi des trucs comme ça où tu n'as vraiment pas envie. Tu prends du plaisir à l'entraînement? Tu fais partie de ces personnes qui apprécient le process aussi? Ouais, je kiffe l'entraînement, ouais. C'est vrai? Ouais, c'est, déjà, j'adore la nature, Ok. j'adore la montagne, mais vraiment, ça me rend juste heureux de passer des journées comme ça. Parfois, je vais, tu vois, dans Col d'Aravi, des trucs comme ça, je passe une journée incroyable, juste en roulant. Et après, tu as des entraînements aussi où ça, c'est souvent les endurances, des trucs comme ça où je kiffe vraiment. Après, tu as Ouais, les entraînements très longs, typiquement? ouais, ça, j'aime bien. Après, tu as les très spécifiques où tu te fais vraiment très, très mal. Là, ouais, tu vas au boulot, quoi. Ouais. Tu vas et tu sais que c'est ton taf, quoi, Ouais. finalement. Mais ça, j'ai bossé aussi avec ma prépa mentale pour arriver à donner 100% sans avoir forcément envie, parce que ça arrive tout le temps que tu as pas envie, en fait. Bah, ça peut arriver souvent, quoi. Et donner 100% de toi et aller chercher une motivation ailleurs, c'est hyper important. Et ta prépa mentale, elle t'a donné des clés? Enfin, tu vois, Ouais, des tricks pour y arriver? ouais, T'as des trucs qui te vraiment reviennent, des conseils ou quoi? bah, c'est surtout la gestion des émotions. OK. Heu, je me dis toujours souvent, une émotion, n'importe laquelle, tu sais, si elle est bonne ou pas bonne, si c'est pas toi qui décides de l'émotion, mais c'est ce que tu décides de faire avec. Et ça, faut toujours que ça en tête, quoi. Parfois, tu fais une série vraiment pas bien, tu as l'émotion de pas réussir, quoi. Mais Ouais. après, c'est à toi de: «OK, bon, allez», tu peux toujours être maître de ton truc, quoi. Et ça, c'est hyper important, je Et tu trouve. peux m'expliquer, tu vois, le Kevin avant, comment il réagissait justement quand, sa série au seuil se passait mal versus le Kevin après, tu vois? C'est quoi le mécanisme que tu as mis en place et comment ça a changé finalement le Bah, résultat? parfois, tu as, par exemple, un entraînement type, tu as 3 séries à faire de seuil, de 20 minutes, par Mmh. exemple. Et bah, ça arrive des journées, tu pas super bien. Et nous, on suit les watts près, du coup, tu peux pas tricher, quoi. Et tu pars et tu te dis déjà: «Waouh, je suis pas bien, j'ai quand même mal pour ces watts-là, c'est pas normal et tout». Et du coup, tu t'influences négativement, tu finis la première série, tu essaies la deuxième, tu dis: «Ouais, de toute façon, ça va pas le faire». Voilà, tu fais demi-tour, tu rentres. Et Ah ça ouais, f tu déjà arrêté carrément des ouais, mais ça entraînements en te disant: ça peut arriver à tout le monde, ouais. «OK, Ça arrive, 1-2 fois par an. OK». Maintenant, voilà, maintenant, je pense que ça m'arrive plus. Ça fait un moment que ça m'est plus arrivé parce que, voilà, tu apprends, tu dis même si je suis nul, c'est pas grave, en fait. Et tu essayes toujours, d'aller plus loin, mettre les émotions de côté et aussi de rentrer à la maison. Ça, c'est hyper important aussi et pas être de mauvaise humeur parce que ton entraînement, il s'est pas bien passé. Parce qu'avec ça, finalement, tu bouffes que du jus, Mmh. de te dire: «Ah, j'étais nul aujourd'hui». Tu peux plus rien changer. Du coup, bah, parfois, tu rentres à la maison et voilà, tu t'en parles pas, quoi. Tu pars à autre chose Tu et parles d'autre chose. Souvent, quand je suis avec des copains ou voilà, avec une copine, j'ai pas envie de débriefer tout mon entraînement, tu passes à autre chose, la vie, elle continue et c'est ça où finalement aussi tu progresses parce que tu perds pas du jus inutilement à des trucs comme ça, quoi. il y a d'autres choses, auxquelles tu penses, sur lesquelles la préparation mentale a eu un impact, pour toi? Tu vois, que tu dirais vraiment significatif ou, ah, il y a eu un déclenchement grâce à, ouais, à des choses qu'on t'a appris là-dessus? Bah, je pense que c'est surtout ces 2 trucs-là, ouais. De Donc le lâcher prise. savoir être bon avec des mauvaises sensations. OK. Parce que les mauvaises sensations, ça arrive tout le temps. Bah, en 3e semaine, je peux te dire, quand tu montes sur un vélo, sur un Tour de France, tu pas des bonnes sensations, hein. Mais tu arrives à faire des records de 20 minutes et ça, c'est incroyable. Comment tu l'expliques Je ça? sais pas, personne on sait pas, pas moi en tout cas, je sais pas comment c'est possible, mais ça arrive tout le temps. Qu'en 3e semaine, tu fais un record de 20 minutes, d'une De heure watts? de watts, c'est juste dire que tu es très fort. Alors que le matin, tu te lèves du lit, tu es éclaté, quoi. Même tu montes sur le vélo, tu as mal aux jambes, tu pas envie, motivation zéro, fatigue extrême. Mais une fois que tu es dedans, ouais, ça je sais pas comment expliquer ça. Je peux pas. Ouais, parce que tu te dirais, tu vois, si tu as un scientifique derrière, l'idée ce serait d'essayer de le reproduire ça, en fait, Ouais, autant que possible. À ce mais moment-là, où, malgré la fatigue, tu réussis à être à
t'es même plus à ton 110 parce que tu étais déjà à ton 110%. Tu passes à ton 120. Mais je pense que ça, c'est super mental aussi. Parce que, par exemple, tu prends la charge d'un grand tour et tu essayes de le reproduire seul à la maison. Impossible. Jamais tu vas arriver. Et je pense que c'est déjà un grand tour, tu sais déjà que tu y vas aller. Du coup, pendant 2 mois, tous les jours, tu te lèves avec cette idée dans la tête du grand tour. Tu vois, c'est beaucoup plus loin. Je suis sûr que quand tu fais une course que tu as vraiment envie, 3 semaines avant, tu penses à ta course. On pense qu'à ça, bien sûr. Bah oui, tu penses qu'à ça. Et du coup, tu te mets dans un truc mental. C'est de la préparation mentale, en fait. Et du coup, tu te mets dans ce truc-là qui te fait tenir. Mais par exemple, là, tu finis le tour et mardi, on te dit, va rouler. Jamais tu seras à 20 minutes, quoi. Parce que dernière étape, tu débranches. Le cerveau, il est fini. Et après, tu passes une semaine mort, quoi. Ouais, qu'est-ce qui se passe la semaine après le tour? Ouais, c'est mort. Hein. En fait, une fois que toute cette pression, tout se relâche, quoi. Et souvent, tu passes pas une bonne semaine. Ouais. Non, parce que pareil, ça fait 3 semaines, tu es entouré tout le temps. Tu jamais seul, en fait. Toujours en chambre avec quelqu'un. T'as aucun moment seul. Et là, tu te retrouves parfois tout seul à la maison. Et ça fait vraiment, vraiment bizarre. Et tous les mecs qui disent ça, que les premières 3-4 jours après un grand tour, c'est un peu une déprime quand même. Ouais, ça m'étonne pas. Tu vois, même ce podcast, on parle de sommet et on a toujours bien en tête que la redescente, c'est un moment qui est compliqué. Mm. Et je trouve ça même presque surprenant. J'ai même entendu des athlètes olympiques qui sont dans des sports parfois bien moins connus Mm. que le cyclisme, qui racontaient que voilà, parfois, pendant 4 ans, ils bossent sur leur Mm. objectif, et puis le lendemain, ils retournent chez eux, et c'est comme si tout s'était arrêté d'un seul coup, quoi. Ouais, c'est ça qui est hyper bizarre parce que tu tombes dans une routine, voilà, tu es toujours enterré, il y a toujours des gens qui sont intéressés à toi aussi. Toujours des gens qui te regardent, qui t'applaudissent, tu fais des interviews. Tu es quand même un peu le centre du truc Ouais, quand tu fais vraiment. une course comme ça. Et là, tu rentres chez toi, il y a plus personne qui est là, quoi. Et je pense même si moi, d'être tout le temps au milieu d'un cercle, ça m'intéresse pas tant que ça, mais je pense que tu t'habitues quand même. Et du coup, le retour... et voilà, comme j'ai dit aussi avec la fatigue qui décuple tout. Parfois, ouais, tu rentres à la maison et tu souffles un bon coup, tu essaies de retrouver des nouveaux objectifs, quoi. Ouais. T'appelles ton psychologue la semaine après la fin du tour, Ouais, souvent, on fait un petit entretien, ouais. histoire de t'aider à redescendre. Après, parfois, il faut juste accepter aussi, hein. Moi, maintenant, je sais quand je rentre d'un grand tour, pendant 3-4 jours, ça va pas être ouf. Tu laisses aller. C'est pas grave. Ouais. Parfois, voilà, quand ça va pas bien, ça arrive à tout le monde, hein. Et du coup, je me dis, ouais, c'est comme ça, j'accepte. Et je m'essaye de me faire des petits plaisirs. Tu vas faire un petit coucher de soleil, un truc comme ça, tu te sors, tu vas manger avec tes potes. Et en soi, il n'y a pas de grave là-dedans de ressentir un peu le vide, je trouve. Tout à l'heure, tu disais que, tu vois, quand vous faites la sélection de l'équipe qui va aller sur un grand tour, tu as aussi tout l'aspect où il faut que les gens s'entendent bien. Parfois, il y a peut-être une personne qui va être un peu l'animateur ou le leader hors du vélo. Toi, maintenant, tu commences à en avoir fait des grands tours. Tu fais 3 Tours de France, un Giro. Est-ce que ton rôle a évolué dans ce sens, tu vois? Est-ce que tu commences aussi à avoir un rôle «d'encadrement» entre guillemets à jouer avec ceux qui vont faire leur premier, leur deuxième tour et qui peuvent bénéficier de ton expérience finalement? Ouais, ouais, ouais. C'est sûr, quand tu as fait plusieurs grands tours, tu sais un peu à quoi t'attendre. Parce que nous, c'est vraiment les courses d'un jour ou d'une semaine. En soi, tu fais ça depuis toujours. Il n'y a rien de spécial. Mais les grands tours, c'est... Même moi, au départ de mon premier grand tour, tu te dis, c'est impossible. Tu fais genre un Dauphiné, ça dure 10 jours, t'es mort. Tu te dis, mais comment tu veux tenir 21 jours? C'est impossible. Et du coup, c'est hyper important d'avoir quelqu'un. Moi, c'était toujours Stéphane Kuhn, Ouais. un coéquipier. J'étais toujours en chambre avec lui, c'était mon mentor un peu. OK. Qui, voilà, parfois, je suis rentré d'une étape, là, au milieu de deuxième semaine. Tu te dis, mais là, j'en peux plus. Je suis mort. Et là, il dit, non, mais t'inquiète, c'est normal, moi aussi, je suis mort. En fait, tu passes que pas des phases comme ça. Ouais. Et hop, le matin, tu te réveilles. Et parfois, tu as 2-3 jours, tu es bien. Tu te réveilles bien. Et après, tu ressembres à 2-3 jours. Après, ça va mieux. Du coup, pareil, il faut juste accepter, en fait. Et truc qui est super bien aussi, que maintenant je sais, c'est que quand tu travailles le matin complètement éclaté, ça veut rien dire de ta journée. Mmh. Rien.
Tu peux être éclaté au matin et faire une étape de fou. Et une fois que tu as essayé ça, tu as confiance en ça, bah, tu te rééclaté, c'est pas grave. Ouais, t'y penses plus Non, finalement. tu dis ouf. Alors qu'avant, potentiellement, Et- tu vois, ça bouillonne dans ta tête, tu dis punaise, la journée va être horrible et ça t'impacte. Et maintenant, même avec des potes, on rigole parce que le matin, quand je sais pas pourquoi, mais souvent, quand je suis vraiment éclaté, c'est là où je fais vraiment une bonne étape. C'est vrai? Ouais. Et du coup, les mecs, ils rigolent. Oh putain, Géniette, il a l'air éclaté, il va marcher aujourd'hui. Mais du coup, ça booste vraiment le. Ça booste ton moral. Ouais, parce que jamais il faut voir un mec. Si tu veux tuer un mec, tu vas le voir au petit-déj. Tu lui dis, ouah, t'as l'air mort, toi. Voilà, direct. Pff, jamais faire ça. Donc pour toi, c'est l'effet Pour moi, inverse. c'est en l'effet revanche. inverse. Si quelqu'un me dit ça, je suis content. Tu sais que ça va performer. Je voulais t'emmener sur un dernier thème qui était un peu la dangerosité du vélo. Un peu pareil comme le côté équipe qu'on voit pas de premier abord. Quand tu regardes Monsieur Tout-le-Monde faire le tour du lac à vélo, tu penses pas que c'est un sport dangereux. Tu sais, il y a un peu un paradoxe sur le vélo quand tu creuses. Et je trouve qu'on en a beaucoup parlé, notamment tu vois, sur les derniers tours, peut-être les 2 dernières années. Euh, Tu le ressens, toi, comme en tant que coureur, ce niveau de dangerosité qui a augmenté enfin, depuis que tu pratiques? Ouais. Mais je pense que c'est parce que. Je pense que c'est un global. Tout le monde optimise. En fait, tu optimises tellement, Mm. tu sacrifies tes copains, ta famille, tout le monde. À un moment donné, tu vas pas en course et tu dis, bah là, je vais chiller. Du coup, les mecs, ils disent, bah là, j'ai déjà tellement mis de côté dans ma vie, bah là, je suis prêt à tuer, quoi. Et ça, tu le ressens vraiment, ouais. Il y a plus de respect. Le mec, il te met par terre, t'es par terre, quoi. Ça va pas non plus. Et avant, c'était plutôt. Bon, parfois, ça arrive, tu fais une vague, tu fais une connerie, tu t'excuses. Ou si tu as provoqué une chute ou un truc, bah le soir, tu vas voir le mec qui est tombé. Ou tu fais un message, des trucs comme ça, quoi. Ça m'est déjà arrivé aussi de faire tomber quelqu'un. Ah, j'ai pris mon téléphone, je lui ai fait un message, je me suis excusé, quoi. Mais ça, aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare aussi, ouais. L'ambiance, elle a changé dans le Ouais, peloton? ouais, beaucoup moins de respect, ouais. Mais ça, il y a ouais, tout le monde qui le dit, ouais. Ah ouais? Ouais. Et toi, tu lis ça principalement au fait que les enjeux... Bah, en fait, pareil, le fait que les enjeux Mm. aient augmenté. Je pense que c'est ça, ouais. Et, euh, et du coup, ouais, c'est vraiment devenu dangereux, ouais. C'est marrant parce que tu vois, en te posant cette question, j'étais persuadé que tu allais m'emmener sur le matériel qui avait Ah évolué non, ou quoi. Parce que tu vois, c'est souvent ce qu'on entend un non. peu. Et en fait, c'est le mindset. Moi, je pense, bah, le matériel, on est plus vite et tout. Mais franchement, parfois, j'aimerais tellement avoir des lunettes qui filment ou un truc qui filme pour voir les conneries que parfois que les gens ils font dans le peloton. Mais c'est aberrant. Et du coup, tu te dis, mais c'est vraiment le mindset qui a changé et qui a rendu tout le reste. Mais du coup, c'est hyper compliqué parce que comment tu veux changer ça? C'est impossible. Tu peux pas rechanger un mindset comme ça. Mettre des règles. Est-ce que c'est des choses qui se voient sur lesquelles tu pourrais imaginer Ouais, voilà, c'est l'UCI pour mettre ça, des ils règles ils ou... commencent à mettre des cartons jaunes, des cartons rouges, des trucs comme ça, quoi. Mais, euh, mais bon, le mindset, il est toujours là. Hmm. Et, euh, et c'est vraiment ça, pour moi, qui rend tout beaucoup plus dangereux. Ouais. Tu sais, sur les sports de combat, on parle beaucoup de retourner un peu à l'instinct animal quand Mm. tu rentres sur un ring, ou Ah bah bien ouais, c'est sur les sports de vitesse, tu vois, comme le ski, où tu dois un peu réussir, pareil, à retrouver cet instinct-là. C'est quelque chose que tu ressens aussi, toi, vélo, quand tu commences à être sur le vélo? clairement. En fait, vu que c'est quand même vraiment long, la période d'une Ouais. course, ça dure 5 heures, 6 heures, tu passes aussi par plusieurs phases. Mhm. Au début, où je prends aucun risque. Tu as toujours un peu de marge de sécurité, tu es super concentré, tu vas pas pousser. Et plus la course elle avance, plus les moments ils deviennent clés, les placements deviennent clés. Du coup, tu commences à prendre plus de risques, plus de risques. Et à la fin, sur les classiques ou des courses comme ça, Milan-San Remo, où tu es à l'approche du Poggio, tu peux pas te louper. T'es pas dans les 20 premiers, C'est fini. c'est fini. Mais tout le monde sait ça. Et pareil, du coup, tu es dans un truc où je débranche complet. Et jamais je ferai ça dans la vie normale. Jamais. C'est vraiment du danger inconscient, complet. Il faut juste qu'un mec tombe, c'est fini, hein. Et tu le sais très bien. Mais en même temps, heureusement, bah, c'est souvent là, les mecs qui arrivent plus à se mettre dans ce stade-là, la carrière, elle est finie. Parce que du coup, tu ne places plus parce que tu as peur. Et pour l'instant, j'arrive
j'arrive encore à complètement débrancher parfois et c'est hyper important. Malgré les chutes? Parce que tu as eu, une chute, non, c'était l'année dernière ou L'année dernière, j'ai cassé ma main, ouais et cette année, j'avais un truc beaucoup plus flippant, j'avais une commotion cérébrale où, je me souviens pas du tout de la chute et j'ai eu plein de ouais, c'était vraiment 2 semaines très compliquées où j'ai oublié tout le temps des trucs à la maison, j'étais désorienté, je savais pas si c'est le matin ou l'après-midi et ça te met comme, un bon coup de frein, quoi. et à ce moment-là, tu as de l'aide typiquement de ta psychologue Ouais, ou de ouais, ta ouais. prépa? C'est quoi les mots qu'on te dit, enfin, pour que tu aies envie de te remettre en selle, mais surtout avec cet même instinct animal, quoi? Souvent, c'est de répartir le plus tôt possible, que médicalement, c'est possible, quoi. Dès que tu as le feu vert des docteurs, faut pas trop traîner et pareil, faut pas attendre trop longtemps pour repartir en course. Sinon, tu as trop de temps à réfléchir et te dire: «Ah, peut-être je vais avoir vraiment peur là» et je me souviens, les premiers entraînements, j'avais peur, juste de rouler tout seul Mmh. et après je suis parti en course. Ah bien sûr, j'avais super peur, quoi. J'étais tout le temps dernier, et après, bah, petit à petit, tu reprends confiance et tout et en même temps, parfois, je me dis toujours: «J'ai envie que ma vie, elle est intense» Donc tu le voulais. et en même temps, il y a rien de plus intense que quand tu débranches le cerveau, quoi. Tu dans un moment de présent incroyable, quoi. Tu penses pas à soi-disant demain, hein, tu penses au virage qui arrive dans 300 mètres, mais c'est tout. Tu penses pas plus loin que 300 mètres. Ça, c'est incroyable de vivre dans le présent comme ça. Tu es à fond et tu es 100 dans ton moment. C'est marrant parce que, je pense, j'ai un ami qui s'appelle Guillaume Gras qui avait un bon niveau, tu vois, sur 14 15 ans et je me rappelle d'une discussion qui me revient avec lui où je lui disais: «Putain Guillaume, toi tu pourrais devenir pro» et sa réponse, tu vois, elle est gravée dans la tête. Il me dit: «Je le serai jamais parce que j'ai peur de tomber» Ouais, et il m'a dit: «C'est impossible, j'arrive ouais, jamais à jouer la moindre victoire. Je suis en c'est entraînement, ouais, je suis bon comme les autres. Tu me mets sur un test, je suis peut-être meilleur que la plupart, mais en fait, jamais j'irai plus loin parce que j'ai peur de tomber». ouais. Mais c'est ça, en fait, j'en ai vu plein de mecs comme ça aussi, plein. Ou même chez les pros, ça existe des mecs qui ont juste peur et du coup, leur potentiel, il est pas du tout, exploité, quoi. Ils pourraient faire beaucoup plus. Mais après, ce que moi je remarque toujours, c'est que souvent tu as peur de tomber, mais parfois c'est bien de tomber parce que tu vois que c'est pas si grave en soi. Et du coup, parfois tu t'attends quand tu tombes que c'est l'enfer, mais je sais pas, c'est comme si tu t'habitues un peu. Ouais, tu sais que l'infirmière, elle va passer tous les matins pendant 4 5 jours et après ça repart, quoi. Soit c'est pas si grave. C'est là la commotion, c'était la première fois, même quand j'ai cassé ma main, c'était pas choquant en soi. Mmh. La commotion, c'est la première fois où c'était vraiment un truc qui m'a fait flipper, où tu dis: «Ouh là, c'est quand même chaud». Mais tout le reste, ça se répare, chaque fois ça passe bien, quoi. On voit quand même pas mal de personnes, c'est une de mes dernières questions, mais enfin d'athlètes élites en cyclisme arrêter hyper tôt leur carrière, qui parlent, bah, tu vois, peut-être c'est cette quête, absolue de performance, peut-être que c'est cette dangerosité. Hem, ouais, comment tu c'est un truc dont vous parlez entre coureurs, que tu ressens? J'ai l'impression que c'est, tu vois, depuis, 12 18 mois qu'on parle beaucoup de ça, Mmh. dans le vélo et on a entendu quelques grands noms, soit des personnes, qui avaient 18 20 ans et qui étaient sur le point de signer pro, puis qui disent: «En fait, c'est pas ce à quoi je m'attendais et j'arrête». Mmh. Ouais, ça arrive de plus en plus et ça me surprend vraiment pas parce que, comme j'ai dit, il faut vraiment sacrifier beaucoup et encore plus maintenant qu'avant et du coup, c'est vraiment un choix de vie un peu, et chacun doit trouver son équilibre là-dedans. Tu en as qui sont peut-être très égoïstes, qui ont pas forcément besoin d'amis, Mmh. du coup, ils le vivent, plus ou moins bien. Tu as d'autres qui ont besoin plus d'une vie sociale où ça devient plus compliqué et le plus compliqué, c'est ceux qui ont besoin d'une vie sociale et du coup, le vivent pas pour le vélo. À un moment donné, ça pète toujours. C'était pas dans un équilibre et du coup, moi qui a besoin parfois un peu de vie normale et sociale, en fait, faut toujours choisir les bons moments pour le faire, mais parfois tu peux te permettre et quand tu organises tes trucs et tu sais dans quelle période les placer, ça passe très bien. Mais il faut pas arriver jusqu'à un point où tu pètes un câble et à une semaine d'un grand tour, tu pètes un câble, quoi Ça clash. et du coup, voilà.
Je pense que c'est vraiment une question d'équilibre et philosophie, si tu veux, dans la vie. Ouais. Tu nous as dit que tu étais un peu passionné de philosophie. C'est ça. T'as un coureur qui t'a particulièrement impressionné? Qui te vient en tête? Stéphane Kuhn, je pense, ouais. Ouais, ton Ouais. mentor? Ouais, mon Qu'est-ce mentor, qu'il ouais. avait de spécial pour toi? Il était tellement optimisé, c'était incroyable. Il a tout mis en place ce qu'il pouvait. Parfois, c'est tout bête, mais parfois, je me réveillais et voilà, moi, j'étais dans mon lit tranquille, je sais pas, en train de regarder Instagram, je pense. Je le regarde à côté, il était en train de faire du gainage. Et des mecs comme ça, je pense que c'est le seul mec que je connais qui a été comme ça. Mais à un niveau d'exigence incroyable. Et du coup, ça m'a vraiment impressionné. Et en même temps, il a un équilibre dans la vie. Il a une famille, il a des potes et c'est surtout un mec heureux aussi. Et du coup, c'est super beau de voir que voilà, le mec, il est optimisé, il sait ce qu'il fait. Et c'est sympa, tu vois, que tu mentionnes ça aussi, que tu réussir à atteindre ce sentiment de bonheur dans la performance. Mm. Au jour d'aujourd'hui, ça reste malgré tout possible, voire finalement, c'est presque ça le méga succès. C'est de réussir à trouver ton équilibre, ton bonheur, tout en optimisant au maximum ta performance. En fait, moi, c'est tout à fait mon but. Pour moi, le plus important, c'est d'être heureux et heureux dans la vie. Je pense que c'est le plus important pour moi. Et après, de ce que je vis dans le vélo, ça m'a rajoute ça aussi parce que j'ai eu des émotions incroyables. Là, j'étais en Chine il y a 2 mois. Je repars en Australie à la fin du mois. C'est plein de trucs qui sont fous, quoi. Ouais. Et même, faut jamais oublier que tous les gens là, ils bossent pour toi, que en soi, on a une chance énorme. Et moi, j'adore ça, vivre la vie un peu fortement intense, même si bah, du coup, souvent, ça passe aussi par un peu de négatif et des moments moins cool. Mais souvent, on se souvient quand même des moments bien. Et du coup, c'est quelque chose qui, en ce moment, me fait beaucoup du bien et que je kiffe. Ouais. Et tu es obligé pour vivre ces moments intenses de passer par des sacrifices. Ah ouais, Il ouais, n'y a pas de, y a pas de shortcuts, quoi. impossible, Impossible. impossible. Tu penses déjà à ton après-carrière? Parfois, ouais. Ça te stresse? Non. Non, ça me stresse pas parce que je sais que j'ai plein de trucs cool à faire. J'ai un objectif pyramide dès que j'arrête ma carrière. C'est vrai, ok. Avec qui tu vas la faire? Je sais pas encore, mais tous mes potes ils rigolent parce qu'à chaque fois qu'on fait du ski du ski de rando, Ouais. je dis bah moi pyramide, la saison où j'arrête, je continue à m'entraîner pyramide. Et du coup j'ai tellement de trucs à faire dans ma vie que j'ai pas pu faire maintenant. Je veux pas dire que j'ai hâte. Pour l'instant, je profite du présent. Ouais. Mais je pense que ça va être très très bien aussi. T'en as d'autres des objectifs comme ça de post-carrière auxquels tu te dis, finesse, ça, je veux le mettre sur ma Ah ouais, checklist. bah, surtout profiter en montagne, quoi. Faire des Ok. treks en montagne, dormir en refuge, faire la même chose en rando. J'ai fait un truc super cool aussi, c'était je suis allé en vélo d'Annecy à Nice Ouais. en 4 jours. Par la route des Grandes Alpes. C'est ça. Ouais. Avec, tu vois, avec en autonomie, quoi. Ouais, Avec bien sûr. mon sac à dos, machin truc. Ce que nous, on fait jamais d'autonomie. Nous. On est spoilés de fou, quoi. Ouais. Et j'ai kiffé. Et là, j'ai fait un petit voyage fin de saison au Japon, les vacances. Et je me dis, mais faut que je revienne faire ça en vélo, tu vois. C'est sûr. Traverser le Japon en vélo. Et du coup, j'ai tellement de trucs à faire que je pense que ça va être très, très stylé. Trop bien. Faut juste pas être trop impatient et profiter encore à fond, sinon Ah ça ouais. devient un facteur moins motivant. C'est pour ça. Trop cool. Allez, on arrive sur les 3 dernières questions un peu emblématiques du podcast. La première, elle fait référence au sommet de nouveau. On a commencé par le sommet dont tu étais le plus fier, un des sommets que tu as le plus marqué. Quel est ton prochain sommet? Regagner une course. J'aimerais beaucoup regagner une course. Ouais. Parce que pareil, ce que j'ai vécu là, c'était... j'ai tellement de chance parce que bah, nous, souvent, t'as pas de famille ou d'amis qui sont à la course. Et cette course-là, il y avait tous mes amis.
Celle-ci, tu parles À Marseille, où j'ai gagné Ouais. il y a 2 ans. Du coup, c'était incroyable. C'était un moment, j'ai vécu encore des moments avec des copains, ouais, très, très rares, quoi. Et j'ai envie de répéter un truc comme ça. Il y en a que tu as ciblé sur ton calendrier où ton profil est plus en adéquation et où tu sais que ton équipe va te dire: «Ouais, vas-y Kevin, sur cette étape-là, tu as le droit d'y aller à fond»? Ouais, sur un grand tour, c'est sûr, ouais. Après, tu sais pas encore exactement quelle étape, mais sur le grand tour, tu as toujours, quelques possibilités, ouais. OK, donc sur un grand tour, sur ces prochaines années, tu as envie de Une et étape, tu ouais. sais que tu auras la carte Dans carte tous les blanche pour y cas, aller? ouais, à des moments, tu as toujours carte blanche, du coup, Ouais? c'est à toi de la saisir, ouais. OK. Il y a toujours un moment sur un tour où vous avez le droit, même en tant que coéquipier, on dit: «OK, cette étape-là, la prio, c'est Kevin et il va aller se faire plaisir»? Mmh, Ça se passe comment? pas tous les équipiers, pareil, tu as un peu D'accord. différents stades. Ouais, Moi, j'ai de la chance que parfois, ouais, j'ai tu cette l'as. chance-là, au Giro l'année dernière, je l'avais 4-5 fois. OK, Du coup, tu te retrouves en échappée et après voilà, faut que l'échappée, elle va au bout déjà. C'est pas toi qui décides, c'est le c'est peloton. clair. Faut qu'en même temps, tu as des bonnes jambes, c'est Ouais, toutes les étoiles doivent être alignées. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Tu as parlé de la pierre à Mène, ça va peut-être t'inspirer pour la prochaine question. Ma prochaine question, c'est un compagnon de cordée avec qui tu aimerais faire une aventure, tu vois? Et ça peut être en vélo, ça peut être en ski de rando. Un mec, ou une nana d'ailleurs, hein, mais qui t'inspire et qui t'aimerait partager un moment comme ça, un sommet. En vélo, c'est sûrement, Quentin Paché. OK. Ouais, parce qu'on a la même, vision un peu hors vélo aussi, on rigole, souvent très, très bien. Hem et heu et en ski de rando, compliqué parce que j'ai beaucoup de potes là qui sont très chauds, ouais. C'est vrai? Ouais, Il y aura du monde, pour t'accompagner à la pierre à je pense Mont? que je vais trouver, ouais. C'est bon, tu auras pas de souci. Bon, trop bien. Non, mais sinon, c'est vrai qu'en vivant à Annecy, je pense que tu pas mal de personnes qui vont pouvoir venir avec toi. Puis, Ouais. ça va toujours être, tu sais, ces aventures à 2. C'est pour ça, nous, on adore ça aussi avec Gaspard, mais tu partages ça. Mmh, Alors là, toi, tu partages aussi avec ton équipe, mais là, vraiment en cordée et ensemble, c'est et clair, puis ouais. pour toi, t'amener sur un nouveau sport, ça peut être un super beau moment aussi, j'imagine, sur une première. Mmh. Et enfin, la toute dernière question, c'est la question, du cairn. Tu sais, quand tu pars en rando, tu parlais de trekking. Des fois, tu vois des petits cairns, dont des amoncellements de pierres qui t'indiquent le chemin à suivre. Hem, Quel conseil, quelle pierre, toi, t'ajouterais sur le cairn? Hem, Quel conseil t'ajouterais à la prochaine personne qui se destine vers son sommet? Ouf. Heu, de kiffer le chemin, de de profiter du process et voilà. Je pense si tu optimises et en même temps tu aimes ce que tu fais et tu kiffes ce que tu fais, tu es sur un bon chemin. Trop cool. Merci Kevin, j'espère que tu auras une super belle, saison Merci et puis beaucoup. on va suivre, tout ça de près et c'est un super échange donc je te remercie pour ton temps. Merci à toi. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager à vos amis, à lui laisser une note 5 étoiles et à nous le dire en commentaire. C'est ce qui nous aide à atteindre nos sommets. Retrouvez tous les liens en description de ce podcast ainsi que des promotions offertes par nos sponsors. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.